Le jour de mon 16e anniversaire, mon père a hurlé, « Sors d'ici. On en a fini avec une enfant inutile. » Ma belle-mère et ma sœur ont ricané, « Va-t'en avant de salir la maison. » Je fouillais dans les poubelles quand un homme en costume s'est approché. « Êtes-vous Amélie Dubois ?» Quand j'ai hoché la tête, il a souri. « Un membre de votre famille vous a laissé tout son héritage, mais il y a une condition. » Le jour de mon 16e anniversaire, une pluie battante s'abattait sur Lens, dans le nord. Je suis Amélie Dubois. Je me tenais dans le salon, tenant le minuscule petit gâteau qu'il m'avait donné, en pensant que peut-être, cette année serait différente. Mon père a ouvert la porte d'entrée et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu es assez grande maintenant. Dehors. On en a marre de porter un poids mort. » Derrière lui, ma belle-mère a affiché un sourire narquois. Ma demi-sœur de 14 ans a croisé les bras et a ajouté, assez fort pour que les voisins entendent, « Pars, enfin. Ne fais pas en sorte que la maison sente encore plus mauvais qu'elle ne le fait déjà. » Pas de cris, pas de seconde chance. Juste la porte claquée à mon nez et le bruit du verrou. J'ai marché jusqu'à ce que mes chaussures soient trempées, j'ai dormi sur des bancs de parc et j'ai appris quel refuge refusait les adolescents après 21 heures. Des semaines plus tard, à l'aube, je me trouvais derrière une boulangerie Paul, fouillant les poubelles à la recherche de quelque chose encore emballé, quand un véhicule tout-terrain noir s'est arrêté. Un homme vêtu d'un manteau coûteux est sorti sous la pluie, sans parapluie. Amélie Dubois. Je me suis figé, prête à m'enfuir. Il n'a pas sourcillé face à l'odeur ou à la saleté. Je m'appelle Laurent Delacroix. Votre grand-tante vient de décéder et elle vous a tout laissé. Mais il y a une condition que vous devez accepter sur le champ. Si cette histoire vous a touché, mettez un « j'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Commentez ci-dessous, avez-vous déjà été trahi par les personnes qui étaient censées vous protéger? Ce qui s'est passé ensuite me choque encore chaque jour. Continuez à regarder. J'étais encore trempé lorsque je me suis glissé sur le siège en cuir chaud du véhicule tout-terrain. La chaleur caressait mes doigts gelés, mais elle ne pouvait atteindre le froid qui s'était déjà installé en moi. Je dois remonter bien en arrière, au moment où tout a commencé à s'effondrer. Ma vraie mère est morte dans un accident de voiture sur la 21 quand j'avais 5 ans. Une seconde, elle chantait en suivant la radio. La seconde d'après, le camion a franchi la ligne. Je me souviens encore de l'odeur du couloir de l'hôpital quand papa est sorti, me tenant la main, et m'a dit qu'elle ne rentrerait pas à la maison. Un an plus tard, il a ramené Chantal. Elle souriait trop largement, me serrait trop fort, et a emménagé ses affaires avant même que les fleurs de l'enterrement n'aient fané. Quelques mois après, Mélanie est née en hurlant, et à partir de ce jour, je suis devenu l'enfant en trop dans ma propre maison. Chantal ne m'a jamais frappé, elle était plus maligne que ça. Elle s'assurait simplement que je sache que je n'étais pas à ma place. Un nom de famille différent le premier jour d'école, des règles différentes, tout était différent. Papa a changé, lui aussi. Au début, c'était subtil. Il restait debout tard devant l'ordinateur après son service au concessionnaire de voitures d'occasion, les yeux injectés de sang, disant qu'il vérifiait juste les résultats. Puis les heures supplémentaires ont cessé d'arriver. Puis les factures de carte de crédit ont commencé à s'empiler sur le comptoir de la cuisine comme du courrier indésirable qu'il ne pouvait pas jeter. J'ai découvert plus tard qu'il courait après ses pertes sur des sites de jeux d'argent en ligne, empruntant sur une carte pour en payer une autre, faisant des avances de fonds aux distributeurs de casinos en Belgique parce que la France n'en avait pas encore autant. Quand j'ai eu 12 ans, la maison semblait rétrécir. Les collectionneurs de dettes appelaient pendant le dîner. Les camions de reprise de possession tournaient dans le quartier. Chantal a commencé à murmurer que j'étais la raison des difficultés financières, parce que papa payait toujours une pension alimentaire pour moi, même si je vivais sous son toit. Mélanie a vite compris. Elle passait devant moi dans le couloir de l'école et sifflait, « Erreur », assez fort pour que ses amis rient. Papa a perdu son emploi juste après mes 15 ans. Le concessionnaire a fermé, et personne n'embauchait un vendeur de 48 ans avec les mains tremblantes et un signalement de jeu sur son dossier de crédit. Les disputes sont devenues plus bruyantes. Chantal hurlait à propos des avis de saisie. Papa hurlait en retour qu'il était sur le point de remporter un gros gain. J'ai appris à disparaître, écouteurs sur les oreilles, à la bibliothèque jusqu'à la fermeture, n'importe où sauf à la maison. Puis est arrivé mon 16e anniversaire. Chantal m'a envoyé un texto à l'école, rentre directement à la maison. On a une fête surprise pour toi. J'ai vraiment senti quelque chose s'agiter dans ma poitrine.
Stupide espoir. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait rien espérer. Je suis entré, et le salon était sombre, à l'exception d'une seule bougie plantée dans un unique petit gâteau de supermarché. Papa, Chantal et Mélanie se tenaient en demi-cercle, arborant la même expression neutre. Pas d'amis, pas de ballon, juste une enveloppe sur la table basse et un sac poubelle noir déjà rempli de mes vêtements. Chantal a parlé la première, sa voix douce comme du poison. On ne peut pas continuer comme ça, Patrick. La banque nous a donné 30 jours. On doit vendre la maison. Papa ne voulait pas me regarder. Tu as 16 ans maintenant en France. Tu es assez grande pour être seule. Mélanie a levé les yeux au ciel. On a même laissé ta brosse à dents dans le sac. De rien. Je suis resté là, tenant ce stupide petit gâteau pendant que la bougie se consumait et que la cire coulait sur ma main. Je ne la sentais pas. J'ai juste entendu Chantal dire, prends ce dont tu as besoin et va-t'en. Ne reviens pas. On change les serrures ce soir. J'ai attrapé le sac à dos qu'ils avaient préparé, je suis sorti sous la pluie, et je n'ai pas regardé une seule fois en arrière. J'avais 21 € en argent d'anniversaire de la part de la sœur de ma mère, qui envoyait encore des cartes, pas de téléphone, pas de plan. La première nuit, j'ai dormi sous le toboggan du parc de la Glissoire. La deuxième nuit, un refuge pour adolescents m'a refusé parce que je n'avais pas de papier d'identité. À la fin de la première semaine, je savais quelle benne à ordures derrière quel restaurant était vidé, quand quelles églises laissaient la porte latérale ouverte, et comment paraître plus petite pour que les gens ne me remarquent pas. J'ai appris vite que personne ne viendrait me sauver. Et c'est à ce moment précis, après des semaines en mode survie, que le véhicule tout-terrain noir est arrivé et que tout a changé. Laurent a garé le véhicule tout-terrain sur le parking vide d'un petit restaurant près de la grande rue et a coupé le moteur. Il n'a pas parlé jusqu'à ce que la serveuse apporte 2 cafés et nous laisse seuls dans la banquette du coin. Il a fait glisser un dossier en cuir sur la table. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, une vieille femme aux yeux bleus perçants, assise sur une balançoire de Porsche, avec la silhouette de l'île à peine visible en arrière-plan. Voici Béatrice Guillaume, votre grand-tante du côté de votre défunte mère. Elle est décédée il y a 8 jours, à 90 ans. Pas de mari, pas d'enfant, pas de parents proches, sauf vous. Je fixais la photo. Je n'avais jamais entendu ce nom de ma vie. Il a continué, la voix basse et calme. Béatrice a bâti sa fortune à la dure. Elle a commencé comme soudeuse pendant la guerre, a investi dans une petite aciérie près de Lille dans les années 50, et l'a transformée en Holdings Guillaume. Quand elle a vendu la société d'exploitation en 2009, les bénéfices, plus les biens immobiliers et les investissements, s'élevaient à 48 millions d'euros après impôt. 48 millions d'euros. Le chiffre ne semblait même pas réel. Laurent a tapoté la photo. Elle a réécrit le testament il y a 3 ans. Tout revient à Amélie Dubois, seule petite fille biologique de sa nièce préférée. C'est vous. Mais il y a un délai. Le testament stipule que vous devez vous présenter en personne au domaine de Lille dans les 72 heures suivant la notification, sinon la totalité de la fortune sera versée à un fonds de dotation pour les jeunes sans-abri. Pas d'appel, pas de prolongation. J'ai enfin retrouvé ma voie. Pourquoi 72 heures? Parce que Béatrice croyait que si vous ne pouviez pas vous battre pour quelque chose quand vous n'aviez rien, vous ne le méritiez pas quand vous aviez tout. Il a regardé sa montre. Je vous ai officiellement notifié il y a 41 minutes. Il reste donc environ 71 heures. Le jet est prêt à l'aéroport de Lille-Lesquin. Nous pouvons décoller dans 30 minutes. J'ai baissé les yeux sur mes mains gercées, la saleté sous mes ongles, le sweat à capuche qui était autrefois gris. Une partie de moi voulait dire non, rester en colère contre le monde. Mais la plus grande partie, celle qui avait dormi sous les ponts et mangé dans les poubelles, savait que c'était la seule porte qui se soit jamais ouverte. J'ai hoché la tête. Laurent a payé l'addition et m'a fait sortir. 20 minutes plus tard, nous passions par un portail privé au sud de l'île. Un Gulfstream rutilant se trouvait sur le tarmac, les moteurs déjà en marche. Une femme en tailleur bleu marine m'a tendu un sac en plastique avec un nouveau pantalon de survêtement, un t-shirt et des baskets, à ma taille exacte. Je me suis éclipsé dans les toilettes du terminal privé, j'ai enlevé des semaines de crasse de la rue sous une vraie douche, et je suis ressorti en me sentant comme une autre personne. Quand je suis monté dans l'avion, l'hôtesse de l'air a fermé la porte derrière moi. Laurent a pris le siège de l'autre côté de l'allée et m'a tendu un épais classeur de fiducie. Lisez le résumé pendant le vol.
Nous atterrissons à l'aéroport de l'île Lesquin. De là, c'est à 15 minutes en voiture de la maison. Le jet a grimpé rapidement. Lens a disparu sous les nuages, et pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas froid. J'ai ouvert le classeur. La première page était une lettre écrite de la main de Béatrice, à ma petite nièce, Amélie. Si tu lis ceci, tu sais déjà ce que l'on ressent quand on est rejeté. Moi aussi. Paris, 1943. 17 ans, enceinte, mise à la porte avec rien d'autre que les vêtements que je portais. J'ai juré que si jamais je m'en sortais, je donnerais à une personne la même chance que je n'ai jamais eue. Cette personne, c'est toi. Mais rien n'est gratuit. Tu verras le reste en arrivant. Viens vite, Béatrice. J'ai suivi l'ancre avec mon doigt. L'avion a viré vers le sud au-dessus de la Deûle, et les lumières de la ville de Lille ont commencé à scintiller en dessous. 71 heures. Je n'allais pas en gaspiller une seule minute. L'avion a atterri à l'aéroport de l'île Lesquin alors que le ciel de l'île devenait rose pâle. Une Mercedes noire attendait sur le tarmac. Laurent n'a pas perdu de temps en paroles. Il a juste ouvert la portière arrière, et nous avons roulé vers l'est le long de la rivière. 20 minutes plus tard, la voiture a franchi des grilles en fer forgé et a gravi une allée sinueuse bordée de chênes centenaires. La maison est apparue comme sortie d'un autre siècle, 3 étages de briques et de calcaire, de larges porches, des cheminées assez hautes pour gratter les nuages. La Deûle scintillait d'un éclat argenté derrière elle. À l'intérieur, ça sentait l'huile de citron et les vieux livres. Une gouvernante d'une 60aine d'années a hoché la tête une fois et a disparu. Laurent m'a conduite en haut d'un escalier majestueux et le long d'un couloir tapissé de photographies en noir et blanc d'ouvriers sidérurgistes et d'ateliers d'usine. Au bout se trouvait une lourde porte en chêne. Il a tapé un code, l'a poussé et s'est écarté. Le bureau était exactement comme Béatrice l'avait laissé. Un lit d'hôpital se trouvait encore dans un coin, les moniteurs éteints. Son bureau faisait face à des fenêtres allant du sol au plafond, donnant sur l'eau. Dessus, il y avait un unique ordinateur portable argenté. Laurent a appuyé sur lecture. L'écran s'est rempli du visage de Béatrice Guillaume à 90 ans, des cheveux blancs et fins, des tubes à oxygène dans le nez, mais des yeux toujours d'un bleu flamboyant. Elle parlait directement à la caméra, sa voix rauque mais ferme. « Amélie, si tu regardes ça, tu es arrivée à temps. » « Bien. Ça m'en dit déjà long sur toi. J'avais 17 ans en 1943 quand mon père a verrouillé la porte derrière moi à Paris. Enceinte, sans argent, sans diplôme de fin d'études secondaires. J'ai dormi dans des embrasures de porte sur le boulevard de la Chapelle jusqu'à ce qu'un vendeur de journaux de 12 ans partage la moitié d'un hot-dog avec moi et m'indique le sous-sol d'une église. Cet acte m'a sauvé la vie. Je ne l'ai jamais oublié. J'ai soudé dans les usines Renault pendant la guerre, j'ai économisé chaque centime, et j'ai investi dans une aciérie en faillite près de Lille en 1952 avec 5 autres femmes à qui personne ne voulait prêter d'argent. Nous l'avons redressée. En 1980, Holdings Guillaume employait 3000 personnes, et j'étais l'actionnaire majoritaire. Je ne me suis jamais remarié, je n'ai jamais eu d'autres enfants. Je n'en avais pas besoin. Le travail était ma famille. Il y a 3 ans, les médecins m'ont donné quelques mois. J'ai commencé à chercher la seule personne de ma lignée qui avait encore un cœur comme ma nièce, ta mère, qui est morte trop jeune. J'ai engagé des enquêteurs. Ils m'ont montré des photos d'un homme qui a tout perdu au jeu et d'une belle-mère qui te traitait comme un meuble. Puis ils m'ont montré toi, obtenant d'excellentes notes tout en travaillant de nuit dans une station-service, donnant tes 4,50 € restants à un gamin dont les chaussures tenaient avec du ruban adhésif. C'était suffisant. Voici le marché, et il n'y a pas de négociation. Tu obtiens le contrôle total d'une fiducie de 48 millions d'euros. La dépense du capital est bloquée jusqu'à tes 25 ans, mais les revenus et les distributions caritatives désignées sont à toi immédiatement. Au cours des 5 prochaines années, tu dois personnellement t'assurer qu'au moins 80 enfants et adolescents de moins de 21 ans qui sont sans abri ou sur le point de l'être obtiennent un logement permanent, une éducation ou une certification professionnelle, et une vraie chance. Pas seulement signer un chèque. Tu dois être dans la pièce lorsque les clés sont remises, lorsque le premier bulletin scolaire arrive, lorsque le contrat d'apprentissage est signé. Laurent et un auditeur indépendant vérifieront chaque cas. Si tu acceptes et termines, tout l'héritage est à toi, sans condition, le jour de ton 21e anniversaire. Si tu abandonnes maintenant, ou si tu n'atteins pas 80 cas vérifiés en 5 ans,
chaque centime ira à une dotation permanente pour les jeunes sans-abri des Hauts-de-France. Ton père et sa femme n'obtiennent rien. Pas un centime. C'était délibéré. Je n'achète pas ton pardon, Amélie. Je te donne le même choix que je n'ai jamais eu, transformer la douleur en pouvoir ou la laisser te ronger. Choisis. L'écran est devenu noir. Laurent a fermé l'ordinateur portable. Prenez votre temps. La chambre d'amis est prête si vous voulez y réfléchir. Je n'avais pas besoin de dormir. Je n'avais pas besoin de temps. J'ai regardé la rivière, captant les premiers vrais rayons de soleil que j'avais vus depuis des semaines, et j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, quelque chose de dur et de brillant. J'accepte, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Laurent s'est permis le plus petit des sourires. C'est ce que je pensais. Les documents sont sur le bureau. Signé là où il y a les onglets. J'ai pris le stylo. Il était lourd, en argent véritable. Ma main était stable. Alors que l'encre séchait, Laurent a fait glisser un jeu de clés sur le sous-main. Bienvenue chez vous, mademoiselle Dubois. La fiducie a été activée au moment où votre signature a touché le papier. Votre première distribution, 4,6 millions d'euros pour les frais de fonctionnement, sera virée demain à 9 h du matin. J'ai fermé mon poing sur les clés jusqu'à ce que le métal me morde la peau. 80 enfants. 5 ans. Je savais déjà exactement où j'allais trouver le premier. 5 ans avaient transformé cette adolescente effrayée et sale de 16 ans en quelqu'un que je reconnaissais à peine dans le miroir à 21 ans. La maison Béatrice occupait désormais un entrepôt en briques rénové de 4 étages sur la rue Faidherbe, dans le centre de l'île, à moins de 10 minutes du manoir au bord de la rivière qui était devenu à la fois mon quartier général et ma véritable maison. Nous gérions 3 foyers de groupe dans le département du Nord, 2 dans le Pas-de-Calais, et des appartements de transition disséminés dans la ville. Chaque enfant qui franchissait nos portes obtenait un lit le jour même, un travailleur social le lendemain matin, et un plan avant la fin de la semaine. Léo Cassem était responsable de tout ce qui était opérationnel. Je l'avais trouvé à 15 ans, recroquevillé sous le pont de la Syrie avec un bras cassé et un sac à dos rempli de livres volés à la bibliothèque. Il était le premier nom sur la liste le jour où j'ai signé les papiers. Maintenant âgé de 20 ans, grand et stable, il portait un polo de la maison Béatrice comme une armure et pouvait convaincre des juges, des propriétaires et des jeunes de 14 ans effrayés de se retrouver dans la même pièce sans élever la voix. Il était le frère que je n'avais jamais eu et la meilleure décision que j'ai jamais prise. Nous en étions à 79 cas vérifiés. Un de plus, et les 48 millions d'euros seraient débloqués pour toujours. Un de plus, et le travail pourrait s'étendre au-delà de tout ce que j'avais imaginé. Cet après-midi-là, j'étais dans la salle de conférence du 3e étage en train d'examiner des dossiers de bourse d'études lorsque mon assistante a sonné. Monsieur Delacroix sur la ligne 1. Il dit que c'est urgent. Laurent n'appelait jamais juste pour bavarder. J'ai décroché. Amélie, votre père a un cancer du poumon à petites cellules de stade 4. Le diagnostic a été confirmé la semaine dernière au CHU de Lille. Pas de mutuelle. Le coût estimé, même pour une chimiothérapie palliative, dépasse les 7 chiffres. Chantal l'a quitté il y a 24 mois. Elle a vidé le dernier compte courant et a disparu. Mélanie a 19 ans, une grande consommatrice de méthamphétamine, et squatte actuellement des canapés à Valenciennes. Tous les 3 sont en bas, dans le hall d'entrée, en ce moment même, et demandent à vous voir. J'ai reposé le téléphone sans répondre et je me suis dirigé vers la fenêtre. En bas, sur le trottoir, Patrick s'appuyait contre le mur de briques, toussant dans un mouchoir taché de sang. Il avait l'air d'avoir 70 ans au lieu de 53, le visage creusé, une casquette du harcelant s'enfonçait sur la tête. Chantal était partie. Laurent avait raison. Seuls Patrick et Mélanie restaient. Ma demi-sœur avait des traces de piqûres le long des 2 bras et tressaillait comme si quelqu'un avait branché son système nerveux à une batterie de voiture. Elle ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte, comme si elle s'attendait à ce que des policiers l'en sortent de force. La sécurité leur avait déjà dit que nous ne prenions pas les personnes de plus de 21 ans sans rendez-vous, mais ils refusaient de partir. Une petite foule de nos résidents regardait depuis les marches, curieuse. Léo est apparu à côté de moi. Tu veux que je les fasse expulser ? J'ai regardé Patrick glisser le long du mur jusqu'à ce qu'il soit assis sur le béton, la tête entre les mains. Mélanie faisait les 100 pas, allumant une cigarette sur la précédente, marmonnant assez fort pour que tout le quartier entende que c'était la faute de sa sœur. Quelque chose de froid et de définitif s'est installé dans mon estomac.
Non, ai-je dit. Fais-les entrer. Salle de conférence, dans 10 minutes. Léo a haussé un sourcil mais n'a pas discuté. Il savait ce que cela signifiait. Je suis descendu moi-même et j'ai ouvert la porte du hall. Patrick a levé les yeux, rouge. Amélie, ma chérie, s'il te plaît. Mélanie a ricané. Regarde-toi, à jouer les grandes dames dans ton petit palais de charité. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tourné les talons et me suis dirigé vers l'ascenseur. Ils ont suivi comme des chiens errants qui ne savaient pas si le prochain coup de pied ou la prochaine miette allait arriver. Dans la salle de conférence, j'ai pris la place en bout de table. Léo se tenait derrière moi. Laurent s'est joint à nous par haut-parleur. Patrick a commencé à pleurer avant même que la porte ne se ferme. Mélanie est restée debout, les bras croisés, se balançant sur ses talons. J'ai fait glisser 3 dossiers sur la table. Dans le premier, des imprimés de la caisse primaire d'assurance maladie montrant que Patrick est éligible à une couverture d'urgence et une liste de fournisseurs de soins palliatifs qui acceptent les personnes sans assurance. Deuxième dossier, les adresses et numéros de téléphone de tous les centres de désintoxication pour adultes en internat dans la région qui ont encore des lits financés par la sécurité sociale. Troisième dossier, les formulaires de demande pour les aides sociales et 2 refuges pour victimes de violences domestiques qui acceptent les femmes ayant des problèmes de dépendance. J'ai parlé pour la première fois. La maison Béatrice ne sert que les mineurs. C'est dans la fiducie, et cela ne changera jamais. Vous êtes tous des adultes. Ce sont les ressources publiques et à but non lucratif disponibles pour les adultes dans cet état. C'est tout ce que nous pouvons légalement ou éthiquement fournir. Patrick a sangloté plus fort. Tu es ma fille. Je l'étais, ai-je dit. Le jour de mon 16e anniversaire, tu m'as dit que je ne l'étais plus. Rien n'a changé les papiers à ce sujet. Mélanie a frappé du poing sur la table. Tu nous dois ça. Après tout ce que nous. Léo a fait un demi-pas en avant. Elle s'est tue. Je me suis levé. La sécurité va vous raccompagner. Ne revenez pas, Patrick a essayé d'attraper ma main en passant. Je me suis dégagé. La porte s'est refermée derrière eux. J'ai regardé le tableau blanc sur le mur, 79 noms écrits au feutre effaçable. Chacun un enfant avec une adresse permanente. Maintenant, une ligne vide attendait. J'ai pris le marqueur. Le soir même, dans un appartement délabré près de la rue de la Filature, une jeune fille de 15 ans nommée Espérance Morin préparait un unique sac de sport pendant que sa mère hurlait, à travers une pipe à crack, qu'elle était tout comme son père. Espérance a envoyé un texto au numéro d'urgence que nous affichons sur tous les abribus de la ville. À minuit, elle avait un lit, un travailleur social et un plan. J'ai écrit son nom sur le tableau en lettres capitales et grasses, 80. La fiducie s'est débloquée à minuit 1. Je n'ai pas dormi. Je suis resté sur le toit de l'entrepôt et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller sur la rivière, la même rivière que Béatrice avait regardée pendant 70 ans. Un chapitre s'est refermé pour de bon. Je les ai laissés entrer dans la salle de conférence au mur de verre au 4e étage. Patrick est entré en traînant les pieds le premier, serrant un sac au champ froissé qui contenait tout ce qu'il possédait. Puis Chantal a suivi, à genoux dès que la porte s'est refermée, le mascara coulant sur des joues qui avaient été autrefois pleines de mépris. Mélanie a claqué la porte assez fort pour faire trembler les stores, puis s'est tenue derrière eux, nerveuse, les pupilles dilatées. Patrick a commencé à parler avant même de s'asseoir. C'est dans mes poumons, Amélie. Les 2 lobes. Ils ont dit que sans une chimio agressive, il me reste des mois, peut-être moins. Les factures. Elles dépassent déjà les 185 000 €, et je n'ai même pas commencé le traitement. Chantal a rampé vers moi et a attrapé l'ourlet de mon jean. S'il te plaît. Je sais qu'on t'a fait du mal, mais il est en train de mourir. Tu es riche maintenant. Fais juste un chèque. Un seul chèque, et il vivra. Mélanie a ri, d'un rire aigu et cassant. Écoutez maman supplier la petite princesse. Tu te crois meilleur que nous parce qu'une vieille morte a eu pitié de toi? Tu nous dois ça, espèce d'ingrate. J'ai attendu que l'écho s'éteigne. Puis je n'ai pas haussé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai placé 3 minces dossiers en manille au centre de la table. Patrick a ouvert le premier avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvaient des imprimés du bureau de la sécurité sociale montrant qu'il avait été approuvé pour une couverture d'urgence rétroactive à la date du diagnostic,
ainsi que des fiches de contact pour le programme de soins de bienfaisance de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et 2 fournisseurs de soins palliatifs qui acceptent les patients sans revenu. Le dossier de Chantal contenait des dossiers d'admission pour 3 centres de désintoxication résidentiels pour adultes financés par l'État avec des lits disponibles cette semaine, tous à moins de 80 km de Lille. Celui de Mélanie contenait la même liste de centres de désintoxication, ainsi que des demandes pour le programme de déjudiciarisation du tribunal des drogues du département et 2 refuges pour femmes qui acceptent les consommatrices actives. Je me suis adossé. Ce sont les ressources que l'État français met à la disposition des adultes en crise. La Maison Béatrice est une association loi 1901 dont les statuts et les documents de fiducie limitent chaque euro au service pour les mineurs de moins de 21 ans. Si je vous donnais ne serait-ce qu'un centime, la fiducie serait dissoute demain, et chaque enfant actuellement dans notre programme perdrait son lit. Ce n'est pas négociable. Ce n'est pas personnel. C'est la loi. La bouche de Patrick s'est ouverte et fermée comme un poisson hors de l'eau. Mais je suis ton père. Tu as cessé d'être mon père le jour où tu m'as tendu un sac poubelle pour mon 16e anniversaire et m'as dit que j'étais assez grande pour survivre seule. L'État français était d'accord avec toi à l'époque, et il est d'accord avec moi maintenant. Chantal a hurlé plus fort, se cognant le front sur la table. Je ferai n'importe quoi. Je signerai tout ce que tu veux. Il n'y a rien à signer, ai-je dit. Il n'y a que la porte. Mélanie s'est jetée sur la table, les ongles en avant. Léo a attrapé son poignet en plein vol et l'a remise sur sa chaise comme si elle ne pesait rien. Elle a craché à mes pieds. Je me suis levé. Le jour où vous m'avez mise à la porte, vous m'avez appris exactement ce que vaut la famille. Aujourd'hui, je choisis la seule famille qu'il me reste, les 80 enfants qui n'ont jamais pu choisir qui leur a donné naissance. Vous n'êtes pas sur cette liste. Je me suis dirigé vers la porte et je l'ai tenue ouverte. La sécurité est apparue instantanément. 2 gardes en polo de la Maison Béatrice ont pris Patrick par les coudes. Il n'a pas résisté. Chantal a dû être à moitié portée, hurlant toujours mon nom comme une malédiction. Mélanie m'a fait un doigt d'honneur avec les 2 mains jusqu'à l'ascenseur. La porte en verre s'est fermée. Le silence s'est engouffré comme de l'eau froide. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai imprimé le dossier de vérification finale et j'ai signé mon nom sur la ligne de l'auditeur. Cas numéro 80, Espérance Morin, 15 ans. Expulsé par ses parents la nuit précédente après qu'ils aient vendu son ordinateur portable pour de la drogue. Admission complétée à 23h47. Logement permanent obtenu dans notre foyer de groupe du quartier du Bois Blanc. Document d'inscription pour le lycée technique Gustave Eiffel déjà envoyé par fax. J'ai apporté le dossier au grand tableau blanc moi-même et j'ai écrit son nom en gros marqueur noir sous les 79 autres. L'auditeur indépendant est arrivé à 23h59, a examiné le dossier, l'a tamponné, approuvé, et m'a serré la main. À minuit 1, la notification de la banque est apparue sur mon téléphone, 48 millions d'euros, sans restriction, irrévocablement mien. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de vengeance. Je me suis senti terminé. J'ai éteint les lumières du bureau, j'ai marché dans le couloir vide, passant devant les photos de chaque enfant que nous avions sorti de la rue, et j'ai pris l'ascenseur jusqu'au toit. La ville était calme. Quelque part en bas, 3 personnes qui partageaient autrefois mon nom de famille apprenaient ce que signifiait vraiment toucher le fond. Je ne les détestais plus. Je ne les connaissais tout simplement plus. L'hiver est arrivé tôt cette année-là, le genre qui mord à travers les manteaux et transforme la Deule en ardoise. Patrick est mort un mardi de fin janvier au CHU de Lille. L'assistante sociale de l'hôpital a appelé Laurent parce que mon ancien numéro était toujours inscrit comme plus proche parent sur un vieux formulaire. Il a tenu 3 jours après la confrontation. La sécurité sociale ne couvrait que les soins de confort. Les médicaments agressifs qui auraient pu lui acheter quelques mois de plus nécessitaient un paiement comptant qu'il n'avait pas. Le certificat de décès indiquait carcinome à petites cellules métastatiques et insuffisance respiratoire. Aucun service n'a eu lieu. Une crémation par le département a suivi 2 jours plus tard. J'ai appris tout cela par la nécrologie que Laurent m'a transmise. Je n'ai pas assisté. Je n'ai pas envoyé de fleurs. Je n'ai pas pleuré. Chantal a perdu la maison en mars. La vente aux enchères pour saisie a eu lieu sur les marches du palais de justice de Lens pendant qu'elle était assise dans sa Clio rouillée de l'autre côté de la rue, le moteur en marche pour se réchauffer. Quand le marteau est tombé, elle a conduit vers le sud sur la 1 avec tout ce qui pouvait tenir dans le coffre.
Elle a fait la navette entre des hôtels de long séjour le long de l'autoroute Ibis à Seclin, puis Formule 1 à Arras jusqu'à ce que les cartes de crédit soient au maximum. En mai, son téléphone est devenu muet et sa trace s'est perdue quelque part près de la frontière belge. Personne que je connaissais n'a jamais plus entendu parler d'elle. Mélanie a quitté le foyer de l'espoir à mi-parcours du programme obligatoire de 30 jours. En quelques semaines, elle a frappé 3 magasins Auchan différents dans le département en un seul week-end, des lames de rasoir dans sa manche au magasin de Fâche-Tuménil, du steak et de la lessive à Anglo, des cosmétiques et des médicaments contre le rhume à Ronc. Chaque magasin avait des caméras améliorées. Chaque vol était d'une clarté cristalline. Elle a été arrêtée en sortant du 3e magasin avec 380 € de marchandises dans une poussette volée. Le procureur l'a inculpée de 3 chefs d'accusation de vol qualifiés. En raison de 2 condamnations antérieures pour vol à l'étalage, le juge l'a condamnée à 20 mois au centre pénitentiaire pour femmes de Seugdin. Elle est la détenue des AOJ 874. Sa date de libération prévue est à la fin de l'année prochaine, en supposant une bonne conduite. Aucun d'entre eux n'a jamais essayé de me recontacter. Pas de lettres, pas d'appel en PCV de la prison, pas de message par des connaissances communes. La ligne qui avait été coupée le jour de mon 16e anniversaire est restée coupée. Pendant qu'il disparaissait, la maison Béatrice grandissait. Nous avons ouvert un établissement de 12 lits dans le quartier de Oisem à Lille en février et un second dans le quartier de l'Épeule à Roubaix en juin. La fiducie sans restriction nous a permis d'acheter des bâtiments au lieu de les louer, d'embaucher des thérapeutes à plein temps au lieu de contractuels, et de remplir chaque garde-manger comme si c'était Noël toute l'année. À l'automne, nous servions plus de 300 enfants à tout moment, avec des bureaux satellites à Dunkerque et Amiens déjà sous contrat. En novembre, la Fondation de France et l'Association des philanthropes des Hauts-de-France m'ont conjointement nommé jeune philanthrope de l'année. La cérémonie a eu lieu à l'Opéra de Lille. Je portais une simple robe noire et je me tenais sous le lustre pendant qu'il lisait les statistiques, 312 mineurs logés en permanence, 187 diplômes de fin d'études secondaires obtenus, 94 certifications professionnelles complétées, et 0 retour au sans-abrisme parmi les diplômés. Les applaudissements étaient forts, mais ils me semblaient lointains, comme s'ils étaient pour les enfants, pas pour moi. Léo était assis au premier rang dans un costume qui lui allait vraiment, souriant comme s'il avait lui-même gagné à la loterie. Quand ils ont appelé mon nom, il a été le premier à se lever. J'ai accepté le prix en verre, j'ai remercié le conseil d'administration, j'ai remercié Laurent, qui se tenait discrètement dans les coulisses, j'ai remercié chaque travailleur social, parents d'accueil et enseignants qui étaient restés tard pour l'un des nôtres. Puis j'ai dit la seule chose qui comptait, ce n'est pas mon prix. Il appartient à la fille qui a dormi sous le pont de la Syrie avec un bras cassé et qui a quand même obtenu son diplôme avec mention très bien. Il appartient au garçon qui est sorti de l'aide sociale à l'enfance à 18 ans et qui enseigne maintenant la soudure à la classe suivante. Il appartient à chaque enfant à qui on a dit qu'il n'était rien et qui a prouvé au monde entier qu'il avait tort. Je n'ai fait que signer les chèques. Ce sont eux qui ont fait le travail. Je suis descendu de la scène sous une autre ovation debout. Plus tard, dans le hall, un journaliste m'a demandé si je me sentais vengé. J'ai pensé à la chaise vide où un père aurait dû s'asseoir, à une mère qui a disparu, à une sœur derrière les barreaux. Non, ai-je répondu. Je me sens libre. Cette nuit-là, Léo et moi sommes retournés à Lille avec le trophée sur le siège passager comme un voyageur. La neige a commencé à tomber quelque part après Arras, de gros flocons doux qui ont recouvert l'autoroute de silence. Nous n'avons pas beaucoup parlé. Nous n'en avions pas besoin. Le passé était enfoui sous 15 cm de neige fraîche, et il allait y rester. Le gala a eu lieu au Lille Grand Palais, la grande salle de bal éclairée par 1000 petites lumières qui ressemblaient à des étoiles capturées. Je me tenais sur la scène dans une simple robe bleu nuit qui coûtait moins cher que les chaussures de la plupart des gens ce soir-là. Le maître de cérémonie venait de finir de lire la citation, 543 mineurs logés en permanence, 211 bourses d'études universitaires financées, et un taux de réussite de 98% au baccalauréat parmi nos enfants. La salle s'est levée dans une vague d'applaudissements. J'ai attendu que ça se calme, puis je me suis avancé et j'ai pris le micro. Merci, vraiment. Mais ce soir, il n'est pas question de chiffres. J'ai regardé la mer de visages, des donateurs en smoking, des politiciens aux sourires étudiés, des journalistes avec leur téléphone levé, des travailleurs sociaux qui avaient fait des semaines de 70 heures pendant des années. Et au tout premier rang, Léo Kassem, 20 ans, portant le premier costume qu'il ait jamais possédé, les yeux brillants. J'ai dégluti une fois. Il y a 7 ans,
J'ai été mise à la porte le jour de mon 16e anniversaire avec un sac poubelle de vêtements et 21 €. Ce soir, je suis ici parce qu'une femme que je n'ai jamais rencontrée a décidé que la douleur d'une étrangère pouvait devenir le pouvoir de quelqu'un d'autre. Mais il y a une dernière chose que je dois faire avant que cette soirée ne se termine. Je me suis tourné vers les coulisses. Laurent est apparu, portant un petit dossier en cuir. Il me l'a tendu et s'est reculé. Je l'ai ouvert et j'ai levé les papiers pour que les caméras puissent voir. À compter de ce matin, le tribunal de grande instance de Lille a approuvé ma demande d'adopter légalement Léo Kassem comme mon fils. Il a dit oui. Un souffle a parcouru la salle, puis un silence si complet que je pouvais entendre mon propre cœur battre. J'ai regardé droit vers Léo. Viens ici. Il a monté les 3 marches comme s'il flottait. Quand il m'a rejointe, je l'ai serré dans l'étreinte la plus forte que j'ai donnée à quiconque dans ma vie. Les flashs des appareils photo ont crépité comme des éclairs. J'ai gardé un bras autour de lui et j'ai parlé à nouveau dans le micro. Le sang ne fait pas la famille. Le choix, si. J'ai perdu une famille le jour où on m'a dit que je n'étais plus désiré. Ce soir, j'en gagne une que j'ai choisie, et qui m'a choisi en retour. Léo est mon fils. Et chaque enfant que nous avons aidé? Ils sont à moi aussi. Tous les 543. J'ai 23 ans, et j'ai déjà plus d'enfants que la plupart des gens n'en ont dans une vie. Et je suis la mère la plus chanceuse du monde. Les applaudissements ont commencé lentement, puis ont explosé. Les gens se sont levés si vite que les chaises ont grincé et se sont renversées. Les épaules de Léo tremblaient contre les miennes. J'ai senti des larmes chaudes sur mon cou qui n'étaient pas les miennes. J'ai laissé cela nous submerger pendant une longue minute, puis j'ai levé la main. La salle s'est calmée. Je pensais que la vengeance serait douce. Ce n'est pas le cas. La liberté est douce. L'amour est doux. Regarder un enfant qui dormait autrefois dans une boîte en carton traverser une estrade de remise des diplômes en toge et mortier, voilà la chose la plus douce que j'ai jamais goûtée. J'ai de nouveau baissé les yeux sur Léo. Il a souri à travers ses larmes, s'est penché près du micro et a prononcé les 6 mots qui m'ont achevé. On peut rentrer à la maison maintenant, maman? Toute la salle de bal a perdu la tête. Des hommes adultes en costume à 1000 € s'essuyaient les yeux. Des femmes tamponnaient leur mascara avec des serviettes. Quelqu'un a commencé à scander « Maman » et 500 voix l'ont repris jusqu'à ce que les lustres tremblent. J'ai ri à travers mes propres larmes et j'ai hoché la tête. Oui, mon chéri. Rentrons à la maison. Nous avons quitté la scène main dans la main pendant que l'orchestre entamait « Non, je ne regrette rien ». Les flashs crépitaient comme des feux d'artifice. Laurent attendait dans les coulisses, les yeux étrangement brillants, tenant nos 2 manteaux. Dehors, l'air de décembre était vif et pur. La neige avait recommencé à tomber, douce et silencieuse, recouvrant la ville d'un pardon que je n'avais plus besoin de donner. Léo m'a ouvert la portière passager du véhicule tout-terrain, puis a fait une pause. Tu sais, a-t-il dit, pour information, ça fait déjà 3 ans que je t'appelle maman dans ma tête. Je l'ai attiré vers moi par sa cravate et je lui ai embrassé le front. Bien. Parce que je pense à toi comme à mon fils depuis la nuit où tu m'as laissé pleurer dans les toilettes de ce stupide jet privé et que tu n'as rien dit à personne. Nous avons traversé la rivière avec les lumières de la ville scintillant sur la neige fraîche. Le manoir sur la colline était illuminé comme pour Noël, chaque fenêtre brillant parce que les enfants avaient insisté pour nous attendre. Quand nous avons franchi la porte d'entrée, 40 adolescents en pyjama nous ont envahis en criant « Surprise » et « Bienvenue à la maison, maman » et « On l'a vu à la télé ». Quelqu'un avait tendu une bannière en travers du grand escalier, « Bienvenue dans ta famille pour toujours ». Je me tenais au milieu de ce magnifique chaos, le manteau encore sur le dos, la neige fondant dans mes cheveux, entouré d'enfants qui n'avaient autrefois rien et qui avaient maintenant tout, parce que quelqu'un les avait enfin choisis. Léo a passé un bras autour de mes épaules. Je l'ai regardé et j'ai souri du premier sourire complètement libéré de toute charge de ma vie. C'était ça, le véritable héritage. Pas 48 millions d'euros. 543 cœurs qui battaient parce que le mien avait refusé de se briser. Et un jeune homme grand et fier qui m'avait choisi en retour.